Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Si j'ai changé de profession, c'est au départ à cause d'un fort sentiment d'éco-anxiété, en particulier depuis l'épisode Covid. J'avais la chance de faire un métier fabuleux, mais j'avais l'impression de ne plus être aligné avec qui j'étais vraiment, de ne plus être en accord avec mes convictions environnementales. Je raconte d'ailleurs ce tiraillement intérieur dans un essai à paraître en librairie le 3 octobre 2025, publié aux éditions de l'Aube. Son titre est « Voyage interrompu ». J'y raconte le métier de pilote de ligne, vu de l'intérieur en regard de mes prises de conscience écologiques. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez dès maintenant le commander sur les sites de librairie en ligne et faire une bonne action puisque je reverse tous mes droits d'auteur à l'ONG Médecins sans frontières. N'hésitez pas également à me contacter ou à vous rendre sur mon site si vous souhaitez prendre rendez-vous en naturopathie, réflexologie ou énergétique. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Dupont, praticienne en hypnothérapie à Vannes et accompagnatrice de randonnées certifiée. Nous organisons ensemble des randonnées dans le Morbihan que nous avons appelées Rando Naturo, car l'idée est, le temps d'une randonnée sur la journée, de transmettre des notions de naturopathie pour le bien-être et l'entretien de la santé. J'ai eu envie d'inviter Gaëlle pour qu'elle nous parle d'hypnose, de MDR, de randonnée, de son activité de thérapeute et de ce qui l'anime. Alors bonjour Gaëlle. Bonjour Anthony. Bienvenue sur La Santé par Nature. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de ton parcours ? Merci de m'avoir invité. Mon parcours, il est global et alors je vais peut-être commencer par le début, c'est-à-dire que j'ai commencé mon parcours professionnel en tant que responsable de communication et ça s'est pas toujours bien passé au niveau relationnel. Et donc, du coup, je me suis beaucoup interrogée et j'ai fini par me former à différents outils, dont l'hypnose. Et cet outil-là m'a permis de découvrir, en fait, plein d'outils de communication, de relations, etc. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse mon métier, que je le transmette et que j'aide des personnes à pouvoir dépasser des situations similaires aux miennes, c'est-à-dire des blocages, des peurs, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué de creuser tout ce qui était de l'ordre de l'humain, de l'ordre de la psyché, de l'inconscient, des fonctionnements relationnels. Il y a tout un tas de choses parce que l'humain est un champ de recherche infini. Et je me suis vraiment installée comme thérapeute. Aujourd'hui, je pratique notamment l'hypnose, les constellations familiales, le MDR. J'ai d'autres outils à mon actif, comme le Love in Business, mais qui n'est pas vraiment l'objet du podcast d'aujourd'hui. Et plus récemment, je me suis formée pour devenir animatrice randonnée, parce que j'ai rencontré au cours de ma vie, il y a 3 ans, des problèmes de santé. Et c'est suite à ces problèmes de santé que ça a révolutionné beaucoup de choses dans ma vie, et notamment cette entrée dans la randonnée de façon professionnelle. Ok, trop bien. Donc tu es à Vannes, en Bretagne. C'est comme ça qu'on se connaît. Absolument. Tu as aiguisé ma curiosité. Qu'est-ce que c'est, Love in Business ? Le Love in Business, c'est un outil qui a été créé par Peter Koenig, qui est un spécialiste de la relation à l'argent, qui est un économiste qui a beaucoup réfléchi sur la relation à l'argent, et donc il a créé tout un parcours pour travailler sa relation à l'argent, travailler ce qu'on appelle les principes sources, c'est-à-dire d'où vient l'information et comment on peut créer des projets, être à la tête d'un projet, organiser un projet, une organisation pour que ça se passe bien. Et il s'est inspiré de plein d'entrepreneurs. En fait, il n'a pas inventé une méthode, il a observé comment fonctionnaient les personnes avec l'argent, comment fonctionnaient les gens dans les organisations. Et c'est des outils qui sont très organiques. Et j'aime beaucoup ça parce que il part du terrain pour ensuite en tirer des principes et les généraliser pour pouvoir ensuite les rediffuser sur tous nos projets. Ok, d'accord. Bon, écoute, on fera peut-être un épisode là-dessus. Donc, toi, tu es originaire de Bretagne. Oui. Mais tu as quitté la terre natale à un moment, c'est ça ?
J'ai quitté la terre natale de Bretagne, qui n'est pas ma terre natale en fait. Moi, je suis née dans le grand est de la France, mais je suis très rapidement venue en Bretagne. Et j'ai quitté Vannes quand j'avais 18 ans pour aller faire mes études à Paris, dans lequel je suis restée, une ville dans laquelle je suis restée 17 ans. Ah d'accord, 17 ans, ah oui, ok. Bon, donc, et finalement, retour aux sources. Retour aux sources, retour à la nature, retour à un environnement qui est meilleur pour moi, pour ma santé, pour ma santé mentale notamment, physique. Que Paris, c'est une ville qui est très riche sur plein d'aspects, et pour autant, c'est bon de revenir à la nature. Alors, en tant que Parisien, je me suis toujours demandé comment les gens qui venaient de la province pouvaient venir à Paris, en fait, parce que c'est vraiment très agressif comme ville, je trouve, quelque part. Et maintenant, moi qui habite à moitié à Vannes maintenant aussi, je me rends compte, à chaque fois que je rentre à Paris, que y a c'est difficile, quoi, quand on est habitué à la nature. Et du coup, voilà, toi, t'es quand même resté 17 ans, donc bravo. Juste pour te faire un petit... parce que c'est rigolo, moi, quand je suis arrivée à Paris, en fait, j'ai cherché la mer pendant des années, en fait. Je cherchais la mer tout le temps, savoir un endroit où je pouvais poser mon regard. La mer, MER. MER. Et j'ai fait des kilomètres et des kilomètres le long de la Seine. En fait, je marchais le long de la Seine, je marchais dans Paris, et c'était ma façon de me retrouver un peu moins dans la brutalité de la ville. Oui, tu avais besoin d'eau. Oui, et la marche était déjà bien présente. Ouais. Ok. Écoute, tu sais, depuis que je suis à Vannes, j'adore marcher le long de la mer et tout ça aussi. Mais maintenant que, voilà, à chaque fois que je reviens à Paris, en fait, moi qui adore marcher, j'aime plus trop marcher dans Paris. Parce que je trouve que il y a trop de bruit, trop de pollution et tout, et ouais, tu vois, c'est bizarre, hein, mais avant j'adorais marcher dans Paris, et maintenant j'aime plus trop. Bon, bref. Tu préfères le métro ? Non, je préfère. je prends le RER et je vais marcher dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye ou la forêt de Marly. Bref. Est-ce que tu parlais tout à l'heure du fait que c'était certains de tes traumatismes qui t'ont amené à faire de l'hypnose. Est-ce qu'il y a certaines épreuves particulières dans ta vie qui t'ont amené à te remettre en question et à travailler sur toi ? Oui, beaucoup, toutes, j'ai envie de dire. Il y a des choses dans mon enfance que j'ai pas forcément envie d'aborder là maintenant parce que je pense pas que ce soit l'objet. Mais comme tout le monde, en fait, on a vécu une enfance avec des moments heureux et des moments plus difficiles, et ça nous construit. Et à partir de la construction de notre être et de comment on avance, quand on arrive à l'âge adulte, notamment moi dans ma vingtaine, je me suis rendu compte en fait de tout ce qui était fluide et tout ce qui ne l'était pas, dans ma façon de trouver un travail qui me plaît ou pas. Dans les relations, etc. C'était voilà. Et donc c'est à partir de là où je me suis rendu compte que tous les endroits qui étaient pas fluides, j'avais envie de les retravailler, j'avais envie de retrouver de la fluidité et de me sentir capable de construire la vie dans laquelle j'avais envie de vivre et non pas de me contenter de ce que mon être limité à l'époque, plus limité en tout cas, vers lequel ça me conduisait. Donc j'ai toujours ouvert le chemin vers je peux bouger des choses. Donc tout ça t'a amené à pratiquer l'hypnose. Est-ce que avant d'être praticienne en hypnose, en hypnothérapie, tu as toi-même été cliente, entre guillemets ? Oui, bien sûr, j'ai été cliente. En fait, avant de me former à l'hypnose, je me suis formée à la méthode ESPER, qui est c'est la cousine de la CNV, communication non violente, qui a été créée par Jacques Salomé. La méthode ESPER est vraiment un outil très puissant qui m'a beaucoup aidée à la compréhension des relations. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y a les relations, mais il y a aussi tous les enjeux inconscients qui nous habitent. Et en fait, j'ai fait un petit peu d'hypnose avant de me former, mais je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment creusé le sujet, qui n'étaient pas très intéressés par les états de conscience modifiés avant de me former. Donc moi, je suis arrivée, j'avais fait peut-être 1 ou 2 séances avec quelqu'un qui était en cours de formation, et je me suis retrouvée directement... mais je me suis sentie appelée, et je me suis retrouvée, premier jour de formation, j'avais... vécu très très peu de séances et très peu lu de choses dessus. Mais du coup, pourquoi tu es allée dans cette voie-là ? Qu'est-ce qui t'a attiré ?
Parce que je suis très instinctive et que tout en moi m'emmenait vers là. C'est comme si tous les pointeurs m'emmenaient là. Et du coup, j'ai suivi les voix, les signes, les sensations qui étaient en moi et qui m'emmenaient vers ça. Et d'ailleurs, très rapidement, en fait, je me suis sentie à l'aise avec cet outil-là. Très rapidement, les formateurs m'ont sentie à l'aise. Et je me suis sentie à ma place et j'ai compris à la fin des 4 semaines de formation de base, j'ai compris pourquoi j'étais là. Et j'ai vécu une séance de transe mémorable. Et mon ami, si tu es là et que tu nous entends, tu le sauras, on était 2 et c'était incroyable. On a vécu toutes les 2. L'image que je peux donner, c'est que, vous savez, tous ces engrenages, tu sais, les engrenages, à un moment donné, c'est comme si j'ai vu tous les engrenages de ma vie venir se mettre en place pour mettre ma machine en route, quoi. Et donc, je l'ai vécu et j'ai senti à cet endroit-là, au moment où je devenais praticienne, que toute ma machine se mettait en route. Et donc, pour moi, c'est ça le début. Ok, d'accord. Merci pour ce partage. Et sinon, est-ce que pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou à qui ça ferait peur, le mot d'hypnose, parfois quand on pense à l'hypnose, on pense à emprise, où le thérapeute va nous mettre dans un état où il peut nous faire n'importe quoi, c'est comme un peu ce qu'on voit à la télé. Est-ce que tu voudrais bien expliquer rapidement ce que c'est que l'hypnose, en fait, comment on s'en sert ? L'hypnose, c'est un travail sur les états modifiés de conscience. C'est pas un état d'inconscience, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'inconscient, mais on n'est pas inconscient. Il y a plusieurs niveaux de profondeur d'hypnose. Oui, on peut pas dire qu'il n'y a pas de manipulation en hypnose, ce serait du mensonge, parce que on a plein d'outils qui sont là pour aider en fait à dépasser des blocages, et donc pour ça il faut passer certains passages, certains blocages, certains automatismes du cerveau de nos clients. Et je ne peux que recommander d'être une forme de vigilance, j'ai pas envie de dire prudence, plutôt une forme de vigilance ou de discernement de la part des clients qui vont voir des praticiens en hypnose parce qu'ils sont recommandés, parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils ont discuté, de se sentir en confiance avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Ça reste un outil qui est puissant. J'ai des retours de choses qui sont pas si agréables, donc je vais pas dire que c'est complètement neutre, mais c'est pas... Si c'est pratiqué par quelqu'un qui est bien formé et qui a vraiment comme intention, et normalement les thérapeutes le sont tous, comme intention d'aider, c'est des outils de manipulation qui sont utilisés pour aider. Et donc du coup, on va accompagner, moi j'accompagne mes clients à leur permettre de découvrir leurs états modifiés de conscience et non pas de perdre le contrôle, mais au contraire de mieux contrôler des choses que d'habitude ils ne contrôlent pas et dont ils n'ont pas conscience. C'est peut-être une spécificité que j'ai, moi, dans ma façon de travailler, qui est que, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement d'aider les personnes à dépasser leurs difficultés, mais c'est aussi qu'ils apprennent à se connaître et à reconnaître leur système inconscient quand il se manifeste à travers une émotion, à travers un comportement, à travers un mouvement intérieur, une sensation. Et c'est de les accompagner à comment on fait pour gérer ça, comment on fait pour, quand ça arrive dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas être seulement en train de subir, moi j'aime bien dire notre système en fait qui est un peu global entre nos émotions, notre corps, nos sensations. Et pour moi l'hypnose, c'est tel que je la pratique aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est une façon de rentrer dans un état modifié de conscience en apprenant en même temps qu'on débug le système, comment est-ce qu'on peut mieux se connaître et mieux être autonome avec nos propres systèmes. Ok, d'accord, super. Et quelle est la différence entre l'hypnose et l'EMDR ? C'est pas du tout le même outil, on travaille pas sur les mêmes choses. L'EMDR, c'est un outil qui a été créé de mémoire dans les années 90 pour les vétérans du Vietnam qui ont été traumatisés par la guerre. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, pendant la nuit, on avait les yeux qui bougeaient de droite à gauche et que ça réinitialisait le cerveau. Donc en fait, toutes les nuits, on a notre cerveau qui naturellement se réinitialise. Et donc, à travers ce mouvement gauche-droite,
on a un phénomène, alors je suis pas spécialiste, mais on a un phénomène dans le cerveau qui va faire que le cerveau va repasser cerveau gauche, cerveau droit un certain nombre d'informations et qui va permettre de, si je donne une métaphore informatique, de vider la mémoire cache un peu, c'est un peu ça. Et donc du coup, ça va réinitialiser pour qu'on puisse se réveiller le matin en n'étant pas surchargé de toute la journée d'avant. Donc c'est aussi pour ça que les gens qui dorment mal, souvent sont anxieux parce qu'ils sont chargés en fait de tout un tas de choses. Ils n'ont pas réussi à vider et à complètement intégrer les expériences qu'ils ont vécues de la journée d'avant. Et donc bien dormir, c'est aussi pouvoir permettre au corps à faire ce qu'il fait naturellement. Et le MDR, voilà, la nuit ça se fait comme ça. Et quand on vient travailler volontairement en EMDR, on vient travailler sur une latéralisation, souvent des yeux, mais ça peut être d'une autre façon. En portant son attention sur un trauma ou sur une sensation qui pose problème. Et en fait, c'est comme moi l'image que je donne souvent, c'est comme un fil d'Ariane en fait. C'est comme si on donnait, on part d'une émotion par exemple ou d'un souvenir d'un trauma. Et en fait, l'inconscient, lui, il a tout le reste de la pelote qui est derrière et il vient progressivement libérer toutes les émotions qui sont bloquées. Et ce que j'explique, c'est que c'est comme si les émotions à l'intérieur de nous, elles sont figées comme un gros rocher qui serait tombé au milieu de la rivière de notre vie, et que en travaillant avec le cerveau gauche-droite, etc., on oblige le cerveau à retraiter l'information qui, parce que quand ça a été vécu de façon traumatique, c'était une information trop intense, indigeste en fait, il y a trop de choses. Par exemple, une maman qui perd son enfant d'un accident, il y a trop d'infos à gérer d'un coup, c'est indigérable en fait dans les jours qui suivent, c'est impossible. Donc du coup, on va digérer par petits morceaux les informations qui ont besoin d'être digérées pour qu'ensuite il puisse y avoir de l'apaisement et souvent débloquer le fait de faire un deuil plus serein en fait par rapport à ça. Donc on peut travailler sur des gros traumas comme celui-là par exemple, mais on peut travailler sur plein d'autres choses parce qu'en fait on fige beaucoup de choses à l'intérieur de nous dans nos expériences de vie. Ok, d'accord. Et est-ce que l'idée de l'hypnose, c'est d'aller changer le passé ? C'est pas d'aller changer le passé parce qu'en fait on n'a pas de machine à remonter le temps, donc il s'agit absolument pas de changer le passé, il s'agit souvent de changer la façon dont on se raconte notre passé. Donc on est des rois des histoires, on se raconte beaucoup d'histoires sur ce qu'on a vécu, à quel point c'était agréable, désagréable, notre père était méchant, notre mère était ceci, etc. Et c'est comment, avec le temps, comme on grandit, on peut changer de regard sur ce qui a été vécu, comment on peut prendre du recul, comment on peut digérer aussi tout simplement les émotions qui ont été bloquées, qui vont conditionner. Parce que si on a un souvenir de colère et qu'on est figé dans notre colère, notre filtre mental ne nous permettra pas de nous raconter l'histoire autrement que par de la colère. Quand on digère la colère, on va pouvoir ensuite accéder à une autre version de l'histoire en se disant « Ok, maintenant que j'ai plus la colère aussi intense, je peux regarder la situation autrement et donc revisiter un petit peu l'histoire sans être figé et donc déconstruire des croyances, parce que du coup on va déconstruire des croyances sur ce qui est possible ou pas possible, etc. Et c'est comme ça qu'on travaille j'ai souvent cette image du fil parce que pour moi je suis toujours comment l'inconscient donne les informations au fur et à mesure, comment j'écoute la personne, comment elle se raconte. Qu'est-ce qui me marque dans le récit de la personne, etc. Et comment je déconstruis avec la personne, petit à petit, comme si je mettais un peu une lampe torche, en fait, sur certains trucs, en disant, mais vous voyez, est-ce que vous avez entendu que vous avez nommé ça comme ça, etc. Et donc, du coup, petit à petit, plus on rajoute le travail intérieur, ça permet de re-raconter un peu l'histoire d'une façon plus agréable pour la personne. Ok, génial, c'est hyper intéressant. Et du coup, dans le contexte de ce podcast, on peut dire que, quelque part, on sait qu'il existe une psychosomatisation, donc ce qui est dans notre psychique va s'engrammer, va se manifester dans le corps. Et donc, c'est une sorte on peut dire qu'on peut faire de la prévention avec l'hypnose ou le MDR, puisque on permet à cette somatisation de se faire de manière peut-être plus souple, et donc d'éviter certaines maladies. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que oui, en fait ça me semble une évidence, c'est-à-dire que si on garde en nous tout un tas de traumas, d'émotions, de ressentiments, etc., à un moment donné, le corps il va manifester quelque chose. Quand il y a trop de déséquilibre, ça finit par s'engrammer dans le corps aussi, et tous nos organes aussi vont finir par se déséquilibrer et on va créer des pathologies.
souvent, les personnes en viennent à l'hypnose, à l'EMDR, quand ils ont déjà la pathologie, par exemple des cancers, et qui réalisent, je pense à plusieurs clients qui réalisent qu'en fait, ils ont été trop loin en fait, dans le déni. Et comment, en allant voir, en se disant, bon là, si j'en suis au cancer... c'est pas possible en fait, je peux pas risquer la récidive, donc je vais aller soulever des dossiers que j'avais jamais eu envie de soulever parce que c'est trop inconfortable, mais que là si c'est au péril de ma vie, alors du coup je vais y aller. Et donc du coup ils ont un courage incroyable, un désir de guérison incroyable, et c'est des personnes qui vont rencontrer vraiment les choses qui sont difficiles et qui sont très engagées et qui font des chemins qui m'émeuvent beaucoup parce que c'est très beau d'accompagner une personne qui va au cœur de sa douleur et qui libère sa douleur. Et je pourrais pas dire c'est pas des gens qui font des récidives parce que je suis pas Madame Irma et j'ai pas encore le recul notamment sur ces personnes-là, mais souvent c'est des personnes qui vivent bien leur traitement, qui récupèrent bien, et puis on verra avec le temps s'il n'y a pas de récidive, mais en tout cas c'est un facteur où alors qu'elles arrivent, c'est des clients qui arrivent en colère, tristes, désœuvrés, c'est ensuite des personnes qui ont récupéré leur pouvoir d'une certaine façon et qui subissent moins leur vie. Donc en ça, je trouve qu'il y a de la prévention de santé parce que du coup, ils se prennent en main, ils rééquilibrent aussi du coup leur alimentation, leur sommeil. Enfin, ils rééquilibrent beaucoup de choses, quoi. Et en naturopathie, moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir en disant, voilà, tout va bien, mais j'aimerais bien que ça continue. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des conseils d'hygiène de vie et tout? Donc, normalement, c'est ça la naturopathie, idéalement. Mais est-ce que toi, des fois, il y a des gens qui viennent te voir en disant, voilà, tout va bien et j'aimerais que ça continue en termes de psychique, justement. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des billes pour que ça continue? Est-ce que l'hypnose peut aider ou le MDR peut aider dans ce genre de cas? Oui, ça peut aider parce que de toute façon, on peut faire un travail intérieur par rapport à ça. En cabinet, moi, je vais avoir plus de difficultés parce que j'aime bien un point d'accroche et c'est vrai que je travaille avec les problèmes et pas avec un endroit où tout va bien. Ça m'est déjà arrivé et j'avoue que j'étais pas forcément j'évoquais mais par où on commence, parce que si tout va bien et ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau non plus. Par contre, c'est là où peut-être la marche peut avoir du sens, c'est-à-dire que on peut moi je fais différents formats, on va en parler j'imagine, mais sur la rando en itinérance par exemple, on va aller marcher, et quand on marche sur la longueur, on va forcément se dévoiler un peu tel qu'on est, parce que quand on porte un sac à dos, quand on marche toute la journée, une vingtaine de kilomètres, et qu'on recommence le lendemain et le surlendemain, etc., au bout d'un moment, les masques tombent. Et donc tous les gens qui disent tout va bien, il y en a, et c'est très bien, c'est merveilleux, mais il y a quand même des petits masques, il y a quand même des petites tensions, il y a quand même des petites frustrations, il y a des choses qui peuvent émerger et qui sont des lieux de libération aussi. Donc ça peut être, je conseillerais plutôt non pas de chercher les problèmes, etc., mais je conseillerais plutôt d'aller vers ce genre de pratiques en fait d'hygiène de vie globale qui permettent de faire émerger ça. Le travail de la respiration aussi, c'est un travail qui peut aider à continuer d'aller bien. Alors justement, tu me fais une transition parfaite par rapport à la rando. Donc toi, tu as toujours aimé marcher. Tu nous disais tout à l'heure que tu marchais beaucoup le long de la Seine. Pourquoi est-ce que tu as voulu te former en tant qu'accompagnatrice de randonnée? Alors moi j'ai toujours marché, mes parents m'ont beaucoup fait marcher en montagne quand on était petits, et même si je râlais petite, j'ai toujours adoré ça. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de santé importants au niveau pulmonaire il y a 4 ans, en attendant le diagnostic, en fait, j'étais très limitée au niveau de la respiration. Donc, quand le système cardiovasculaire est touché, il faut absolument maintenir. En fait, les médecins me donnaient un cardio au-dessus duquel il fallait pas que j'aille. Et donc, ça a été compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Je ne sais pas rester immobile, je ne sais pas rien faire. Et faire du sport, c'était extrêmement compliqué. Pour vous donner une idée, j'avais monté à l'étage de ma maison, monté mon cardio quasiment trop, quoi. Donc il fallait que j'aille monter doucement.
Donc ça donne une idée un peu du niveau de sport que je pouvais faire. Et la marche était la seule solution pendant toute une période où j'ai pu quand même marcher, parce qu'à chaque pas, je pouvais ajuster, je pouvais faire des pauses, je pouvais ajuster le côté intensité, montée, descente, plat, etc. Et comme on est au bord de la mer, il n'y a pas trop le problème du dénivelé. Et voilà, donc j'ai marché, et puis j'ai dû me faire opérer au niveau des poumons, et donc ça a été aussi mon sport de récupération suite à l'opération. J'ai un ami qui m'a lancé un gros défi quand il a su que j'allais me faire opérer des poumons. C'est une très grosse opération, et il m'a dit, écoute, tu te fais opérer là, dans un an on finit le GR20, parce que 9 ans avant on avait commencé mais on l'avait pas terminé, et donc du coup il m'a dit, dans un an on fait la partie nord du GR20, et donc c'est la partie la plus dure, hein. Et donc pendant toute l'année, ça m'a mobilisée au niveau de mon mental, ça m'a motivée, toutes les séances de kiné, toutes les séances de sport, etc. Ça a été l'objectif de pouvoir y arriver. Donc j'y ai été par palier, j'y étais progressivement, toujours avec la marche. J'avais d'autres sports, bien sûr, hein. J'allais nager, j'allais faire de l'aviron, j'allais faire tout un tas de sports pour pouvoir développer tout un tas de systèmes musculaires et respiratoires. Les médecins m'ont tous dit que parce que j'étais sportive et que j'avais marché tout le temps, j'avais récupéré plus vite, et que ça a été un vrai facteur de récupération, un vrai facteur d'amélioration dans ma situation. Et ils m'ont dit, on n'a pas trop vu les signes, on a mis du temps à diagnostiquer, parce que en fait, vous avez une bonne base sportive et que ça vous a beaucoup protégé. En fait, votre système cardiovasculaire était protégé. Donc oui, en prévention, la marche fonctionne, mais aussi quand on a des problèmes, parce que ça protège quand même tout notre système. On va probablement y revenir. Et donc du coup, je me suis entraînée et j'ai réussi à faire 1 an plus tard la partie nord du GR20. Bravo. Ce qui est un énorme défi. Dire que c'était facile, pas du tout. C'était extrêmement difficile pour moi. J'avais tout un tas de difficultés respiratoires et musculaires, mais pour autant, j'ai réussi. J'ai une bonne force mentale aussi. À refaire, je pense que c'était un peu trop et un peu trop tôt. Mais moi, j'en avais besoin pour sentir que j'allais sur le chemin de la guérison et que j'étais pas enfermée. Et après, j'ai jamais lâché. C'est-à-dire que je suis partie quelques semaines après le GR20, je suis partie sur le chemin de Stevenson dans le sud de la France. J'ai continué de marcher beaucoup, parce que je trouve dans la marche, notamment dans la marche itinérante, un endroit où mon mental se calme, un endroit où il y a rien d'autre à faire que de se dire, je vais de ce point A au point B, et au point C, et au point D. Et il y a quelque chose qui est très tranquille, qui est très serein. Et dans mon parcours médical, où j'ai eu beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, ça me rassurait beaucoup de pouvoir tout simplement prendre un pas après l'autre. Et ça, c'était la métaphore de mon chemin médical, c'est-à-dire un pas après l'autre. On ne peut pas savoir où on va, et il y a plein de gens maintenant que j'accompagne qui sont malades, et je leur dis toujours un pas après l'autre. On fait déjà un pas et on verra où ça va. Et j'ai eu envie, je me suis formée au Love in Business juste après mon opération. Ça a été très inspirant, et on travaille sur la vision dans ce parcours-là. Et ma vision était très claire, la marche est venue, ça devenait professionnel. Et comme c'est un des outils qui sont très puissants, et c'est pas seulement une vision, comme on peut travailler des fois en coaching, comme vous voyez dans 5 ans, le travail du Love in Business est un travail qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur, et j'ai senti que c'était viscéral, en fait. J'ai senti qu'il y avait un truc qui m'animait au plus profond de mes cellules, et j'ai cherché la formation qui me correspondait le mieux. Je me suis formée avec la Fédération française de milieu montagnard et rural, qui est une fédération que je trouve vraiment ils sont très professionnels, ils sont tous bénévoles, mais c'est vraiment, je les salue parce que c'est vraiment une belle rencontre pour moi, cette fédération. Et j'ai avancé, et j'avance encore aujourd'hui, un pas après l'autre, pour mettre la randonnée dans mon activité, parce que j'ai envie que ce soit juste pour moi et juste pour les personnes que j'accompagne. Et c'est pour moi un nouveau vecteur thérapeutique, très complémentaire des autres outils que j'ai, parce qu'en fait on peut faire de l'hypnose non pas en marchant, mais en faisant des pauses, etc. Et donc d'allier le fait de marcher, de laisser le système conscient, inconscient cheminer, et en même temps, de temps en temps, quand il y a quelque chose qui émerge, de pouvoir faire une pause et d'être accompagné en direct au milieu de la nature, dépasser en 10-15 minutes un petit truc, et hop, on reprend le chemin pour intégrer.
j'ai déjà accompagné des parcours au printemps avec ça. Les transformations sont rapides et merveilleuses. C'est vraiment chouette, quoi. D'ailleurs, tu vas bientôt organiser une randonnée comme ça sur un petit bout du chemin de Compostelle. Tu peux nous en parler ? Oui, je pars avec mon binôme Véronique. On part du 19 octobre au 24 octobre sur la vallée du Célé, entre Figeac et Cahors. C'est une variante du chemin de Compostelle. Et la vallée du Célé, c'est un endroit qui est merveilleux, avec des falaises, une rivière, des maisons troglodytes. C'est un univers, c'est une vallée avec un univers particulier. Et voilà, c'est un endroit que j'ai choisi parce que c'est vibrant, en fait. C'est un lieu, il y a vraiment quelque chose de différent. Et voilà. Et on part cet automne sur le thème du dépouillement, donc avec vraiment ce thème automnal de se dire on va marcher en laissant aller nos feuilles mortes, en laissant aller nos charges dont on n'a plus besoin. On s'est rempli cet été de plein de belles choses, et puis on rentre dans l'hiver en ne gardant que l'essentiel, sans s'alourdir de choses inutiles. D'accord, il y aura combien de stagiaires ? Il y a 12 places. On part 4 jours donc en itinérance, on est en pension complète, en refuge, et les participants en fait n'ont pas grand chose à faire à part venir avec leurs affaires, et nous on organise tout, aussi bien la partie logistique sur place que la partie accompagnement thérapeutique. Parce que Véronique est psychomotricienne et formée au Love in Business également, et donc on est toutes les deux dans l'accompagnement et de la randonnée, de la marche, du souffle et de l'accompagnement émotionnel, thérapeutique. Ok, donc avis aux amateurs, aux amatrices, les personnes qui veulent participer à ce stage, voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc une semaine comme ça en pleine nature, pas en autonomie puisque on dort dans des gîtes, mais en itinérance, voilà, exactement. Ce qui permet d'avoir un sac un peu lourd, mais pas trop. C'est-à-dire d'avoir, j'aime bien le côté être un petit peu en contrainte. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec ce système de contrainte, mais il ne faut pas se faire mal. C'est-à-dire qu'avoir 6, 7, 8 kilos sur le dos, c'est une contrainte quand on n'a pas l'habitude, mais ce n'est pas 15 pour ne pas se faire mal. Et donc, c'est cet endroit où, en fait, on peut quand même vivre l'itinérance sans avoir la contrainte d'être en complète autonomie où les sacs sont plus lourds. Oui, tout à fait. Donc... Est-ce qu'on te voit dans le futur guide de haute montagne ou ce genre de choses ? Tu te vois vraiment faire plus que de la randonnée en tant qu'activité professionnelle, par exemple ? Alors guide de haute montagne, non, parce que déjà c'est pas le même diplôme, c'est pas les mêmes compétences et j'ai pas envie. Je suis pas une alpiniste et ils font très bien leur travail, c'est pas le mien. Moi, mon travail, j'ai pas du tout la vocation de ne faire que ça. Je le vis comme un complément de mon travail en cabinet, de mon travail en stage. Je fais aussi des stages, des ateliers de constellation familiale, et je pense que c'est dans mon équilibre quelque chose qui va se poser tranquillement au fur et à mesure des années, d'équilibrer les deux activités, parce que même moi, je pense que mon corps est tout le temps en train de marcher. Je pense pas que ce soit non plus complètement adéquat. Et en même temps, voilà, de trouver un bon équilibre entre les deux. Et le travail thérapeutique, parfois on a besoin d'être en salle, parfois on a besoin d'être au repos, et tout le monde ne peut pas marcher. Et voilà, donc c'est de tirer, mon objectif, c'est d'équilibrer vraiment avec tous mes outils les activités et permettre... J'ai une vision de la thérapie de façon très holistique, en fait. Plus j'avance et plus c'est holistique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'aspect préventif dont tu parles, et j'ai de plus en plus conscience, qu'on peut travailler sur les traumas, on peut travailler sur nos problématiques, mais aussi on peut les devancer, on peut préparer quelque part, prendre en main notre vie. Ce serait plus juste de dire ça, à travers un projet qui s'appelle Le Parcours, où on travaille vraiment sur les outils du Love in Business, où là on est vraiment sur, il n'y a pas besoin d'avoir un problème, ce que tu disais tout à l'heure, mais par contre on peut avoir des outils pour savoir comment on avance vers les projets qui sont vivants en nous. Et voilà, et donc tout ça, ça me passionne, parce que j'ai envie en fait de comme un kaléidoscope, en fait, de proposer tout un tas de choses pour que ce soit que chacun vienne y prendre ce qu'il a besoin. Et est-ce tu sais s'il y a des bienfaits autres que tout ça pour la santé, au niveau de la randonnée, de la marche ? Qu'est-ce que ça...
Finalement, des personnes qui sont un peu sceptiques, qui disent bon bah voilà, tout le monde marche, depuis qu'on est petit on marche, mais il va pas y avoir vraiment d'effet sur la santé. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je sais que tu marches aussi et j'ai envie de te dire quel bénéfice toi tu en as déjà tiré, puisqu'on a déjà eu des expériences ensemble. Oui, bah justement au niveau on a fait un peu de chemin de Compostelle ensemble. Et effectivement, je me reconnais dans ce que tu disais là par rapport au fait de vider son esprit et d'essayer de justement de ressentir ce qui monte en nous et ce qu'on a envie de faire sortir. Après, il y a tout le côté pour moi qui est finalement la marche rapide, et aller marcher en promenant son chien, c'est très bien, mais là il n'y a pas vraiment, on s'oxygène et tout, mais il n'y a pas vraiment d'effet sur la santé en termes de cardio, on va dire. C'est-à-dire, on va pas renforcer notre organisme. Par contre, si on marche d'un bon pas, comme tu dis, avec une contrainte, il peut y avoir un renforcement de l'organisme. Il y a plusieurs choses. Je pense que de toute façon, marcher avec son chien tous les jours, ce sera mieux que les gens qui ne marchent pas tous les jours. Donc ça, il y a quand même cette activité-là physique qui restera bénéfique et mieux que de ne rien faire. Les effets, en fait, il y en a plein. Il y a plein d'effets bénéfiques. Et c'est pas pour rien que les gens marchent depuis des décennies, des millénaires, parce qu'en fait, déjà, c'est accessible. Même avec des problèmes de santé, on peut marcher. Parce qu'on peut adapter vraiment le rythme, on peut adapter... il y a plein de types de chemins sur lesquels on peut aller. Les premiers endroits, c'est qu'on va vraiment améliorer sa capacité cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'on va augmenter la respiration, on va favoriser la circulation sanguine au niveau du corps, donc on va mieux s'oxygéner. Et les organes, quand ils sont mieux oxygénés, ça tu connais ça mieux que moi, fonctionnent mieux. Donc on va vraiment... améliorer la santé globale du corps quand on marche régulièrement à un rythme qui est confortable. Il ne s'agit pas d'être trop plan-plan, il ne s'agit pas d'être trop rapide pour faire il s'agit de trouver un rythme qui est, j'ai envie de dire, un rythme tonique, mais dans lequel on est confortable. Il ne s'agit absolument pas de se pousser au-delà. Et on va avoir aussi tout ce qui est musculaire et osseux. C'est-à-dire qu'on va obliger le corps à maintenir une solidité musculaire et osseuse. Et quand on avance dans l'âge, on perd en muscles, on perd en os, etc. Les os se vieillissent. Et donc, on va restimuler tout le corps et le corps va automatiquement re-rentrer dans un système de régénération, et donc ça va aider ça. Alors bien sûr, c'est pas en allant marcher une fois que ça va marcher, mais c'est vraiment avec la régularité. Tout ce qui va concerner le métabolisme, les problèmes de poids, l'alimentation, parce qu'en fait on va stimuler le métabolisme autrement. Donc en le stimulant autrement, les personnes qui ont des soucis de poids, souvent ça va les aider à réguler, parce que ça va réguler le corps. Quand il bouge le métabolisme, il va plus avoir les mêmes envies alimentaires, il va s'hydrater généralement mieux. Là, je parle plus de la rando itinérante sur le long terme, parce que du coup, quand on marche une journée 3 km, on va pas le voir. Mais quand on marche pendant 5 jours 20 km, on va, de toute façon, le corps, il va demander de l'eau, il va demander une nourriture qui est beaucoup plus ciblée, et on a moins envie d'une alimentation qui est déséquilibrée. Automatiquement, le corps, il va appeler en fait des aliments vraiment nourrissants qui sera adaptés. Donc, c'est pas les mêmes pour tout le monde, mais on va recibler sur une nourriture qui est différente. Et donc, automatiquement, on va purifier, détoxifier le corps, en fait, naturellement, sans faire d'efforts, juste si on écoute ses sensations. Et c'est pour ça que les gens qui marchent sur les pèlerins, sur le chemin de Compostelle, par exemple, ou il y a plein d'autres chemins, ont une santé aussi qui le corps s'allège, l'esprit s'allège, tout s'allège, mais aussi parce que le métabolisme se transforme au fur et à mesure. Et voilà, il y a aussi tout le système immunitaire qui du coup est stimulé également, parce qu'on est souvent dans la nature, on est moins exposé au stress, donc on va aussi avoir tout un système de réduction du stress et de l'anxiété. Donc il y a tout l'effet émotionnel. Quand on marche auprès des arbres, il y a aussi tout ce qui émane de la nature et des arbres, et aujourd'hui c'est vraiment prouvé que ça agit sur notre humeur, ça nous aide à nous réguler au niveau du système nerveux. Il y a vraiment au niveau de la psychique, il y a quelque chose autour du regard. Aujourd'hui, on a beaucoup nos regards qui sont arrêtés par les écrans, par des distances courtes, et en allant chercher le regard au loin, on développe la créativité, on développe les capacités cognitives, on retrouve une vue
Peut-être que toi, tu pourrais en dire des choses sur la vision, notamment. En fait, on oblige notre corps à développer nos sens. Et donc, tous ces facteurs-là font que quand on marche régulièrement, quand on marche sur des grandes distances et sur un certain temps, il y a toutes ces capacités-là qui sont restimulées et qui font un bien fou. Ouais, effectivement. Au niveau des yeux, à chaque fois qu'on regarde au loin, à plus de 5-6 mètres, le cristallin se met au repos et du coup, l'œil est au repos, quoi. Et dès qu'on regarde quelque chose à moins de 5 mètres, le cristallin change de forme, disons, se met en tension. Donc l'œil est fait pour ça, mais effectivement c'est bon de regarder régulièrement au loin. Et c'est vrai qu'en randonnée, on est obligé on regarde pas à 1 mètre devant soi tout le temps, là où on met les pieds, on regarde aussi au loin. Et voilà, et il y a même un côté reposant effectivement à regarder au loin. Et je me posais la question, tu parlais d'hydratation. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, quand on marche au niveau de quelle eau boire? Est-ce qu'il faut mettre des électrolytes dedans? Est-ce qu'on doit boire toutes les heures, toutes les demi-heures? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas spécialiste de l'hydratation. Moi, les électrolytes, je pense que ça dépend dans quel état de santé on est. Je ne vais pas m'aventurer vers des conseils, je ne sais pas. Moi, je sais que j'en utilise quand je suis fatiguée et que je sens que mon corps n'a pas faim, mais qu'il a besoin d'être soutenu. Donc, je l'utilise dans ces cas-là. Mais il faudrait voir, je pense, avec toi ou avec des personnes plus spécialisées pour ajuster ça. Sur l'hydratation, c'est bien de boire régulièrement en petite quantité, plutôt que de faire des stops. Alors moi, c'est vrai que mais ça c'est mon goût à moi. J'aime bien le Camelbag parce que ça permet d'avoir toujours l'eau à disposition et de boire juste une petite gorgée de temps en temps. Il y a une petite montée. Plutôt que de s'arrêter, de déposer le sac, parce que moi j'ai beaucoup d'itinérance, donc le sac est souvent lourd et déposer le sac, ça fait mal au dos au bout d'un moment. Donc moi j'aime bien l'avoir tout le temps à disposition et de pas avoir à chaque fois à transbahuter ça, de boire un coup, parce que je me suis rendu compte que les gens qui ont des gourdes, ils boivent moins que les gens qui ont des Camelbag. Et j'ai fait l'expérience, là en début d'été, je marche beaucoup avec mon neveu qui a une dizaine d'années et je lui ai offert un Camelbag parce que il buvait tout le temps au mien et en fait je lui ai mis cet été 2 litres d'eau dans le dos. Et à la fin de la rando, c'est une bonne rando, mais le Camelbag était vide. Alors que quand il avait sa gourde, jamais il buvait autant, en fait. Et donc je me dis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on boit plus quand on a un Camelbag. Après, comme dans tout, moi je recommande ce avec quoi on est à l'aise, ce avec quoi c'est confortable. Parce que l'important c'est de le faire en fait. Donc si on n'aime pas ça, on fera pas. Et donc pour moi c'est de se dire avec quoi je suis le plus à l'aise pour pouvoir m'hydrater régulièrement et comment est-ce que je connais mon corps et j'apprends à reconnaître les signes de mon corps qu'il est bon que je boive un petit coup pour pouvoir voilà. Et ensuite quand il fait très chaud d'être attentif. Je sais que tu l'as fait toi il y a pas très longtemps, c'est de se mettre des petits réveils en disant il est temps de boire. Et ça, c'est quand il fait chaud. C'est bon d'être attentif à ça. Même si c'est pas très recommandé de marcher sous des grosses chaleurs. Oui, effectivement. Moi, je mettais mon téléphone à sonner toutes les 20 minutes pour boire. Et bon, moi, je suis plutôt team gourde, mais bon, gourde en inox. Mais effectivement, en fait, j'ai un sac à dos qui fait que je peux l'attraper avec la main sur le côté du sac. J'ai pas besoin de poser le sac. Donc, voilà. Et puis, ça me permet de faire une petite pause en fait, d'arrêter de marcher pour boire, mais je peux aussi décider de boire en marchant puisque je peux l'attraper directement. Bon bref. Et donc je voulais juste aussi parler du projet qu'on a ensemble, qui est en fait qu'on a appelé les randos naturaux, qui se passe dans la région de Vannes, dans le Morbihan. Donc en fait moi j'organise de temps en temps des ateliers à Paris ou ici sur un sujet de santé. Donc ça peut être sur la santé des yeux, sur le sommeil, sur ce genre de choses, la digestion, la régulation du poids, etc. Et puis je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire ça dans le cadre, déjà dans la nature, plutôt que d'être dans une pièce enfermée, et puis de mêler à ça la marche, la randonnée,
Et donc c'est pour ça que je t'ai proposé de participer à l'aventure. Donc voilà, donc on va faire la prochaine randonnée, ça sera le dimanche 28 septembre, donc dans la région de Vannes. Et un peu comme mes ateliers, en fait il y a un thème à la journée, et là ça sera le thème de la régulation du stress. Voilà, donc moi en tant que naturopathe j'ai des outils pour ça. Toi en tant que thérapeute en hypnose, en EMDR, en constellation familiale, tu as aussi des outils. Donc on va proposer aux personnes qui vont venir tous ces outils et également ton expertise en termes de randonnée. Et voilà, ça va être une super journée. Donc comme en Bretagne il fait toujours beau, il n'y aura pas de problème au niveau météo. Et ça sera une journée où on va marcher de 10h à 17h, mais ce ne sera pas une trop longue distance, ça sera entre 10 et 12 km, puisqu'on va faire de la marche et très régulièrement des pauses pour faire justement des petits exercices liés à la régulation du stress, liés à plein de sujets où les gens pourront poser des questions, etc. Et donc voilà, je pense que ça va être super sympa. Oui, et je te remercie de m'avoir proposé ça parce que le travail thérapeutique sur une journée, je ne voyais pas trop comment je pouvais le proposer parce que moi je le vois vraiment sur la longueur. Et en même temps, je me suis dit, mais oui, c'est une équation qui fonctionne très bien parce qu'on peut, c'est au-delà d'une rando, c'est un stage, c'est un atelier, on peut appeler ça comme on veut. Parce que c'est pas seulement une randonnée, c'est vraiment d'être accompagné du matin jusqu'à l'arrivée avec cette observation de comment les personnes marchent, comment elles respirent, comment est-ce qu'on peut utiliser certains outils indépendamment de la marche, mais aussi la marche, et comment tout ça, le contact avec la nature, d'aller refaire un espèce de point global à la fois avec tes outils naturaux, mes outils thérapie, etc., d'utiliser la nature. Et il y a vraiment plein de facteurs, plein de choses qui vont être ajoutées dans cette journée. Et je crois que ce qui nous a... Enfin, je parlais de moi, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté mise en pratique. On est directement dedans, quoi. Et ça va être sympa. Voilà, et pour les personnes qui écoutent l'épisode après le 28 septembre, eh bien, vous pouvez aller voir sur mon site ou sur le site de Gaël. Voilà, on mettra en permanence l'actualité quand on fera d'autres journées rando naturaux, puisqu'il y en aura d'autres. Sur d'autres sujets, voilà, d'autres thèmes. Et puis, voilà. Et alors, je crois que tu as fait une formation récemment de marche afghane. Donc est-ce que on en parlera d'ailleurs pendant la journée rando naturaux. Qu'est-ce que tu en retires J'ai fait un épisode sur la marche afghane où j'ai interviewé une spécialiste qui s'appelle Marie-Laure Leclésio, que vous pouvez écouter. Donc c'est l'épisode numéro 30. Et qu'est-ce que tu en retires toi de la marche afghane ? Alors je commence tout juste ma formation. Donc je suis pas j'aime bien moi arriver en formation un peu comme j'ai fait pour l'hypnose avec une grande expérience. Donc en fait je reste dans la découverte. J'en reparlerai forcément mieux plus tard. Par contre déjà ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu percevoir, c'est que au-delà juste un rythme respiratoire comme on peut voir, c'est quelque chose de beaucoup plus global et qui permet de travailler. J'ai eu l'impression, moi, de réapprendre à marcher, de réapprendre à respirer et de m'observer pendant que je le faisais. Donc je vais pratiquer et puis j'en parlerai mieux plus tard. En tout cas, je peux percevoir déjà qu'il y a des bénéfices profonds sur la respiration et je suis du coup de fait de mes problèmes respiratoires, je suis très sensible au niveau pulmonaire. J'ai appris à observer beaucoup, donc je suis très attentive à ça. Je connais mes points de faiblesse et je perçois déjà des améliorations en très peu de temps. Et donc du coup je vais explorer, mais je pense que pour toutes les personnes qui ont des problèmes par exemple d'équilibre, d'endurance, d'essoufflement, sans que ce soit grave au niveau médical, mais c'est vraiment un outil qui mérite d'être découvert pour
pour pouvoir améliorer en douceur ses capacités. Pour les personnes qui vont bien, la marche afghane, elle est utile pour toutes les raisons qu'on a énumérées avant, en fait, sur tout le côté cardiovasculaire, toute l'importance de la respiration. Et on minimise, en fait, on dit qu'on sait respirer, qu'on sait marcher. Or, en fait, on fait ce qu'on peut. Et en fait, on n'a jamais vraiment appris à respirer. Et donc, c'est vraiment l'objectif, c'est aussi ça, c'est de réapprendre à marcher, à respirer, d'apprendre à mettre de la souplesse dans le corps et d'oxygéner tout le système. Et ça, de toute façon, pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour la santé. Et je pense que c'est un vrai préventif contre le vieillissement. Parce que ça permet de maintenir un état cognitif, ça demande une concentration, ça demande tout un tas de choses, et donc de toute façon, c'est bon pour se maintenir en bonne santé. Ouais, et puis même pour les personnes qui n'ont pas de soucis, moi je l'utilise tous les jours, à chaque fois que je vais marcher, je fais de la marche afghane de fait, ou une forme de marche afghane, et donc voilà, ça, il y a des bienfaits même dans le quotidien. Est-ce que, avant de terminer notre entretien, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu des constellations familiales ? Puisque c'est un des outils que tu utilises aussi, et c'est vrai que c'est assez intriguant pour les personnes qui ne connaissent pas, mais juste une petite introduction rapide à nous expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ce que c'est. Les constellations familiales, c'est un outil qui existe depuis très longtemps dans certaines tribus, qui a été importé en Europe par Bert Hellinger, qui est un Allemand, et qui a constaté que nos familles fonctionnent comme des systèmes, c'est-à-dire que notre corps, il est, si on a des problèmes d'estomac, ça va entraîner des problèmes au pancréas, aux reins, aux intestins, etc. Et de la même façon, nos familles sont des systèmes, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui va pas bien dans une famille, automatiquement, ça va venir se répercuter sur les autres membres de la famille qui vont tenter de rééquilibrer la chose. On voit aujourd'hui à travers l'épigénétique que les traumas se transmettent de génération en génération. Donc ça, c'est des choses qui sont identifiées en constellation familiale depuis longtemps. Et les constellations, c'est un outil donc énergétique, thérapeutique, qui vient, ça peut se pratiquer en individuel ou en groupe. La série Le Chemin des Oliviers sur Netflix permet de se rendre compte un petit peu, c'est une des séries qui a permis de sensibiliser beaucoup. Si vous voulez en savoir plus. Et en groupe, on va avoir une personne qui va venir poser sa problématique et d'autres personnes qui sont là pour venir représenter les membres de leur famille. Et à partir de là, il va se passer un phénomène qui est un phénomène énergétique qu'on appelle psychomorphique, qui va faire que les personnes ne sont pas vraiment des acteurs, mais vont recevoir une information de comment l'émotion se joue chez ce personnage-là à ce moment-là. Donc les représentants n'ont rien à faire à part laisser venir ce qui vient. Ça ne demande aucune capacité spécifique, ça se fait tout seul. Et à partir de là, va se mettre en place une scène, en fait, d'une certaine façon, entre tous les représentants, qui va faire émerger le problème. Donc le facilitateur, mon rôle, c'est d'identifier quel est le problème, et ensuite de pouvoir corriger le problème. C'est-à-dire remettre de l'équilibre, remettre de l'ordre. Comme dit Bert Hellinger, on remet de l'ordre dans l'amour. Et c'est souvent lié à des déséquilibres familiaux transgénérationnels qui font qu'on va avoir des blocages, on va avoir donc les problématiques qu'on traite en constellation, c'est souvent je me sens pas à ma place, je me sens invisible, j'arrive pas à développer certains projets, j'ai des problèmes avec l'argent alors que j'ai un bon travail mais pour autant ça ne fonctionne pas. On a un enfant qui saute partout, qui est instable et qui va pas bien, qui fait des grosses colères, mais il n'y a rien dans son histoire qui explique ça, etc. Donc on va avoir des endroits où, quand on travaille au niveau de la personne, on trouve pas dans son histoire quelque chose qui peut expliquer ça. Et donc souvent, c'est que ça vient d'ailleurs, dans le système. Donc les constellations familiales viennent aider à mettre à jour ça et remettre de l'équilibre. Ok, trop bien. Quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique de thérapeute ? Je dirais pas que j'ai un souvenir. Je dirais que j'ai une émotion régulière qui vient quand je suis à une place où je reçois les personnes qui me confient leur intimité. Et quand j'ai le droit à... Quand je me sens témoin d'un dépassement, d'une réussite, de quelque chose qui peut sembler infime pour le commun des mortels, mais qui, là où j'étais, de l'accompagnement qui s'est produit, etc., quand je vois le chemin parcouru, et qu'il y a une émotion chez mon client et chez moi, il y a quelque chose de magnifique, en fait, qui est en train de se passer. Et
Et je pense à une cliente qui avait des difficultés pour faire des entretiens professionnels et avec qui j'avais retravaillé sa difficulté et qui m'a envoyé un message en disant non seulement l'entretien s'est bien passé, mais j'ai eu le poste. Et c'était un peu plus développé que ça, bien sûr, mais elle était émue aux larmes et moi aussi, parce qu'en fait, on savait toutes les deux ce que ça lui avait demandé de pouvoir faire ça. Et que personne autour d'elle, à part nous deux, ne savait. Et elle m'a envoyé ce message-là, elle me dit « j'envoie ce message parce qu'en fait, vous êtes la seule à comprendre d'où je viens. » Et moi, ça, c'est quelque chose à chaque fois. Et quand j'en parle, j'ai des frissons parce que c'est un endroit où je me dis c'est tellement beau d'être témoin de ça que c'est ce genre de moments qui font que je continue encore et encore mon métier. Magnifique. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur la santé ? J'ai découvert récemment le livre « Respirer » de James Nestor, que je trouve très très intéressant sur justement les bénéfices de la respiration. Ok, très bien. Je mettrai la référence dans les commentaires. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Soyez attentifs à ce qui est vivant en vous. Et cultivez ce qui est vibrant, ce qui est vivant en vous. Et alors là, du coup, vous allez dire, je fais ma pub, mais c'est vraiment l'objet en fait de notre séjour sur le chemin dans la vallée du Célé du 19 au 24 octobre, parce que c'est vraiment ça sur lequel on va poser notre attention. C'est d'aller chercher le vibrant à l'intérieur pour se dépouiller de ce qui ne vibre plus. Donc au-delà de ce séjour-là, je vous invite vraiment à observer dans votre quotidien les endroits où il y a quelque chose qui s'allume, quelque chose qui vibre, quelque chose qui fait que vous avez envie de sourire spontanément. Et tous les endroits où vous sentez que les épaules se baissent, tous les endroits où vous avez envie de pleurer, tous les endroits où vous dites « je suis découragée », et d'aller faire le tri dans tout ça pour pouvoir, du mieux que c'est possible et accessible dans votre quotidien, libérer ce qui vous alourdit et de vous connecter à ce qui vous allège et ce qui vous fait vous sentir vivant. Ok, merci pour ce conseil, c'est top. Merci Gaëlle d'avoir pris le temps de m'accorder cet entretien. Et puis je mettrai en descriptif de l'épisode le lien vers ton site. Et puis aux personnes qui sont intéressées par ta randonnée, ils peuvent s'inscrire, j'imagine, sur ton site ou en te contactant. En me contactant, via mon site internet. Ok. T'es sur les réseaux également ou pas Oui, Instagram. Je suis sur Instagram et sur Facebook. Il suffit de taper Gaëlle Dupont. En général, on me trouve. Ok. Sinon, via mon site internet, ça fonctionne. D'accord, ça marche. Et puis, si certaines personnes veulent s'inscrire à notre randonnée, notre rando naturo, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Gaëlle également. Voilà. Donc, écoute, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi. Merci pour ton invitation. Prends soin de toi aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme ni Gaëlle ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Alors rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.